Bonjour à tous, vous êtes sur CGT1 Français, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au 19e congrès national du Parti communiste chinois qui s'est clôturé avant-hier à Beijing. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Hirurzin et Catherine Ramoisi, journalistes de CGT1 Français qui ont suivi de près l'événement et qui ont effectué plusieurs reportages. Bonjour Nicolas, bonjour Catherine. Bonjour Sofiane. Et tout d'abord, la dernière information sur la conférence de presse de ce matin. De hauts responsables du Parti communiste chinois viennent de terminer une conférence de presse lors de laquelle a été apporté en détail le rapport de travail du secrétaire général Xi Jinping. S'adressant aux journalistes, les représentants du Parti communiste chinois ont évoqué la direction du parti et donné le ton au développement de la Chine au cours des prochaines années. Le congrès national du PCC a lieu tous les 5 ans à Beijing. Le 19e congrès national s'est terminé mardi. Lors de la réunion, la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère a été entérinée et dans les statuts du parti. Aujourd'hui, nous sommes également en ligne avec M. Ding Yifan, chercheur du Centre de recherche sur le développement du Conseil et des affaires d'État, avec lequel nous analyserons le congrès. Bonjour Monsieur Ding, vous avez suivi de près les événements politiques en Chine et pour les 5 années qui viennent, selon vous, quels sont les défis et les opportunités pour la Chine? Bonjour, la Chine est entrée dans une période, dans une nouvelle ère, caractérisée par la création technologique, par les inventions scientifiques, etc. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités. Et le défi, c'est de maintenir le rythme, de prévenir des risques systémiques dans le système financier. Il faut prévenir aussi contre le gonflement de bulles, surtout la bulle financière, immobilier, etc. Nous avons pris des mesures pour calmer le marché immobilier. Nous allons trouver des moyens pour arriver à expulser un peu la bulle financière sur le marché immobilier, mais aussi nous allons fournir aussi du fonds nécessaire pour soutenir l'exploitation de nouvelles technologies. Voilà, en gros, c'est ce que je prévois pour les 5 années à venir. Merci Monsieur Dien pour vos analyses pertinentes. Ces derniers jours, au 19e congrès du PCC attire beaucoup l'attention de médias internationaux. Ces derniers font non seulement leur manchette sur le congrès sous toutes sortes de formes, ils présentent également de façon positive et rationnelle les accomplissements de la Chine au cours des 5 dernières années sous la direction du Parti communiste chinois. Ils suivent de près le projet planifié par le Parti communiste chinois. D'après le Washington Post, le rapport du 18e congrès national présenté lors de ce 19e congrès a mentionné que les défis économiques de la Chine sont inhabituels, ce qui montre la confiance et la stratégie à long terme du Parti communiste chinois. En une du journal Pakistan Observer, il est indiqué qu'en Chine, l'économie et la science ont fait de rapides progrès et qu'un système de gouvernance de la société moderne a été établi. Ces réalisations dépendent non seulement de la direction du Parti communiste chinois, mais aussi les luttes de la population chinoise en faveur de la paix, du développement et de la prospérité. Sur 2 pages, The Guardian a présenté et commenté le rapport. Selon le quotidien britannique, ce rapport démontre l'optimisme du PCC sur la Chine d'aujourd'hui et sur la Chine de demain. Par ailleurs, ce rapport révèle la confiance de la Chine dans la construction complète d'une société de moyenne aisance à l'horizon 2020. L'agence de presse Reuters estime que si le rêve chinois proposé par Xi Jinping il y a 5 ans était un contour préalable, aujourd'hui ce rapport livre un plan précis de sa mise en œuvre. Cet événement politique majeur, non seulement pour la Chine, mais aussi pour le reste du monde, a duré une semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec les journalistes de CGT1 Français pour revivre ce grand événement historique. Alors Nicolas, vous êtes journaliste en Chine depuis 8 ans. Vous avez été témoin de plusieurs grands événements en Chine. Qu'est-ce que vous avez ressenti de particulier au congrès de cette année? Alors pour le congrès de cette année, j'ai été frappé par l'ouverture du congrès envers les journalistes et les médias étrangers. Donc on en comptait environ 1800 journalistes invités
pour participer, pour recueillir les informations sur ce congrès. Donc on a pu vraiment sentir l'intérêt de tous ces journalistes et ces médias étrangers pour le congrès cette année. Oui. Et vous avez aussi été à la session de clôture. Raconte-nous comment ça se passait. Bon, tout était très très bien organisé. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est peut-être l'accessibilité des délégués à leur sortie, une fois la conférence terminée. Donc ils sont venus, on est venu recueillir quelques informations, savoir connaître un peu leur ressenti, leurs commentaires par rapport notamment aux discussions, au rapport de travail de Xi Jinping. Donc ils sont restés, ils ont participé à ce petit échange avec nous. Donc voilà, je trouvais que c'était assez intéressant à la fois pour eux de le dire, de décrire ça avec à leur manière, et nous de recevoir un peu leurs impressions. Et Catherine, vous êtes arrivée en Chine il y a environ 1 an, et donc c'est la première fois que vous participez au congrès national du PCC, mais vous avez pu vivre des grands moments au cours de l'événement. Et donc racontez-nous votre première expérience professionnelle en Chine. Mais moi, je suis toute nouvelle. Hein. Alors, mon expérience était au Grand Palais du Peuple, où Nicolas était aussi. Moi, j'étais là au tout début, quand les délégués sont venus pour la première fois, à la veille du début du 19e congrès, pour adopter l'agenda. Alors, on était en train de se préparer devant le Grand Palais du Peuple avec les caméras et tout d'un coup, il y a les 2287 délégués qui sont arrivés. Et je ne m'y attendais pas du tout, alors j'ai été vraiment surprise d'être si près d'eux, cette proximité avec les délégués, effectivement, et de constater à quel point la Chine est vaste. Quand j'ai pu voir toutes ces minorités ethniques qui étaient là et qui portaient leurs costumes traditionnels, j'en avais presque les larmes. Je veux dire, c'était tellement émouvant de les voir entrer au Grand Palais du Peuple et porter la voix de leurs concitoyens. Donc ça m'a vraiment impressionné. Vous avez aussi fait des belles rencontres avec les journalistes étrangers. Oui, j'ai rencontré des journalistes principalement d'Afrique de l'Ouest, où j'ai déjà vécu, donc on a pu échanger sur certaines choses. Et eux aussi étaient impressionnés par la présence des minorités ethniques qui avaient leur voix, qui avaient leur mot à dire au chapitre, ce qui n'est pas toujours le cas dans leur pays. Donc ça, c'est un aspect qui les intéressait beaucoup. Et là, ce qu'on a vu, là, ce qu'on voit sur l'écran, là, c'est 2 journalistes africains. Oui, je crois qu'on voit Ali, qui est sénégalais, et Martial, qui est du Togo. Il y a aussi des gens qui étaient de l'île Maurice, du Congo, du nord de l'Afrique aussi, d'Italie et un peu de tous les pays. Hein. Comme ils étaient tellement nombreux, les journalistes étrangers, il y avait toute la planète entière qui était présente. Donc après votre échange avec ces journalistes, d'après vous, quelles sont des sujets qui leur préoccupent le plus? Cette représentativité des minorités ethniques, mais aussi ce qui les attirait beaucoup, et c'était une question à leur agenda, c'était de savoir qu'est-ce qui amènerait la suite de l'initiative Ceinture et Route. Ceinture et Route a beaucoup capté l'attention du reste du monde. C'est peut-être pour ça qu'il y avait beaucoup de journalistes étrangers. Mais chacun voulait savoir pour son propre pays. Par exemple, pour le Sénégal, comment ça va se traduire? Quels vont être les investissements, entre autres pour les infrastructures, pour les échanges culturels. Ça, c'est quelque chose qu'ils souhaitaient sonder un peu plus par leur présence au Congrès national. Et vous avez fait une belle expérience, que ce soit pour les journalistes étrangers ou les journalistes chinois. Je dirais que c'est vraiment une chance rare de pouvoir participer directement pour le reportage du Congrès et pour suivre de près vraiment le Congrès. Mais vous avez bien profité de cette occasion et vous avez fait plusieurs reportages intéressants là-dessus. Et Nicolas, vous avez fait un reportage sur une entreprise de livraison. Et sachez qu'avec l'essor de la consommation en ligne en Chine, la livraison rapide en Chine a connu aussi un développement phénoménal. Vous avez visité l'une des plus grandes entreprises de livraison express chinoise, s'appelle STO. Et apparemment, ils sont en train de vivre une révolution de haute technologie. Oui, tout à fait. Hein. Ils sont passés à la livraison, à la distribution en tout cas robotisée. Donc je suis allé à cette compagnie, STO Express, et donc il y avait un grand entrepôt, et en fait il y a une sorte de petite voiturette qui servait à prendre les colis. Donc le personnel s'assurait que les colis se positionnaient bien sur ces petites voitures robotisées. Et ensuite elles circulaient à travers l'entrepôt et s'arrêtaient exactement aux beaux endroits pour verser le colis. Donc il y avait des petits trous avec une sorte de toboggan où les colis descendaient et ensuite ils étaient récupérés un étage en dessous par un autre personnel qui après s'apprêtait à les mettre dans les camions de livraison, etc. Donc ce sont des robots qui distribuent des colis. Voilà, exactement. En fait, ils font le passage entre le moment où on récupère le colis, on les pose sur ces petits robots, et donc il y a une sorte de
de communication par code barre ou code QR. Et donc, ils connaissent le chemin, ils savent exactement où ils vont se positionner. Et ensuite, pour verser le colis et pour qu'ensuite il soit récupéré en dessous. Donc ça permet une sorte de tri automatisé. Ultra pour gagner du rapide. temps. Ça Bien sûr, économise ouais. les mains-d'œuvre. Voilà. Mm. Donc, Vu que la consommation en ligne elle est follement développée Mhm. en Chine, donc ils ont tout à fait intérêt de développer un système rapide et efficace. C'est vrai que l'innovation a toujours été un grand sujet en Chine depuis, non seulement pour cette année, mais depuis le 18e congrès, il y a 5 ans. L'innovation, la haute technologie, c'est déjà devenu un secteur pilier pour l'économie chinoise. Ah, tout à fait. Ouais, on peut vraiment remarquer ici, c'était vraiment, on peut dire, l'accent a été mis, là, c'est pour les 5 prochaines années encore, à accentuer ce développement vers l'innovation, la transition vers la qualité, la fabrication de produits de haute qualité. Donc, que ce soit dans le domaine de la téléphonie mobile, hein, il y a des compagnies qui sont excessivement populaires maintenant, chinoises, et qui peuvent rivaliser avec les meilleurs du marché, que ce soit dans les appareils électroménagers. On peut même aller plus loin vers la recherche scientifique, la recherche médicale, l'aérospatiale, où maintenant les Chinois sont capables quasiment de rivaliser avec les meilleurs, le russe ou américain, la station spatiale qui est en voie de construction. Donc vraiment, on sent qu'il y a tout cet effort, cet essor de la technologie, de l'innovation. La Chine se focalise vraiment là-dessus en ce moment. Oui, c'est la tendance, la haute technologie, toutes les innovations technologiques que nous changent la vie. Et en parlant de la haute technologie, Catherine, vous avez aussi fait un reportage là-dessus, mais cette fois avec un élément complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer de haute technologie. Vous avez fait un reportage sur la cité interdite. Et donc, c'est au musée du palais de Beijing. Et cette fois, on voit non seulement une exposition culturelle, mais aussi des innovations technologiques. Vous avez vu une cité interdite en vision futuriste. Mais en fait, c'est le virtuel qui est allé chercher le culturel et l'historique. C'est une exposition de réalité virtuelle où on peut faire comme si on était un empereur à la cité interdite grâce à des caméras, en fait des masques 3 dimensions qu'on porte sur soi et on a l'impression d'être dans les murs de la cité interdite. On a des manettes qui nous donnent des mains d'empereur pour manipuler des objets. C'est fascinant et oui, ça attire les jeunes générations, mais j'ai vu aussi des générations plus âgées avoir beaucoup de plaisir à porter le costume traditionnel de manière virtuelle parce qu'ils connaissent et maîtrisent peut-être un peu mieux l'histoire de la cité interdite et des empereurs qui ont vécu. Alors les gens étaient très amusés alors que d'habitude les expositions sont plutôt passives. Celle-ci était très active où on prenait part vraiment à l'exposition. C'était fascinant. C'est vrai que j'ai entendu dire vous pouvez avoir l'impression de mettre des vêtements de l'empereur, d'avoir l'impression de marcher dans sa résidence, de prendre ses objets dans les mains. C'est une expérience très vive à vivre. Oui, et on sent très bien que ce n'est que le début. J'ai l'impression que dans quelques années, les autres générations, même les choses bougent tellement vite ici en Chine qu'on pourra le vivre encore davantage, peut-être avec les odeurs, des parfums ou autre chose. Ça ira certainement encore plus loin parce que c'est une voie qui souhaite privilégier au musée du Palais de la Cité Interdite. Donc ça devient une partie de Cité Interdite en numérique. Oui, c'est vrai que c'est un beau mélange, comme vous avez dit, ça peut attirer la jeune génération. Aussi, ça peut surprendre une génération plus âgée. Oui, qui prend plaisir, je crois. Peut-être qu'on hésite un peu, des fois on croit que c'est trop compliqué, mais ils l'ont rendu vraiment simple. Au musée du Palais, c'était très facile d'accès pour tous. Et le développement de la Chine impressionne beaucoup de gens, non seulement la population chinoise, je pense que ça intéresse beaucoup de médias étrangers. Et Nicolas, vous avez été invité à visiter la municipalité de Tianjin avec une délégation étrangère pour voir le développement actuel de la Chine. Et moi, je suis convaincue que les journalistes étrangers ont des points de vue complètement différents que les médias chinois. Alors, vous avez passé du temps avec eux. Comment ça s'est passé? Très bien. Déjà, ils étaient très contents d'être là. Donc, ils ont ouvert grand les yeux pour voir un peu toutes ces innovations, ces choses qu'ils ne connaissent peut-être pas dans leur propre pays, qui sont encore des pays en voie de développement, émergents, etc. Donc, on sent vraiment qu'il y a un véritable intérêt pour ce qui va se décider dans les 5 prochaines années en Chine. Parce qu'ils sentent vraiment le rapport. La Chine est de plus en plus présente.